Bonjour à toutes et à tous pour ce quatrième et dernier cours d'histoire coloniale intitulé L'Empire colonial pendant la Première Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres. Un cours donc prévu pour le jeudi 25 février 2021 à 15 heures et que je fais donc par visioconférence pour les raisons que nous connaissons tous. Je rappelle que, comme pour tous les cours précédents, j'enverrai à la demande le texte long de ce cours qui fait une bonne quarantaine de pages, ce qui est impossible à prononcer en 1 heure et demie. À la demande, ça signifie m'envoyer un mail à domililejeun@aol.com. Le PowerPoint que Madame Bonamy a dû vous envoyer, si jamais vous ne l'avez pas reçu, je peux aussi vous l'envoyer. Et si vous l'avez reçu, vous pouvez l'allumer en même temps que ce MP4 ou que cette vidéo sur YouTube, car ça vous permettra comme ça de suivre avec les cartes et éventuellement les portraits des gens. Enfin, moyennant un petit délai évidemment, il faut que le CNRS accepte, je mettrai ce cours, comme toutes les années précédentes, sur le portail du CNRS, c'est-à-dire sur HAL, H-A-L, trait d'union, S-H-S pour sciences humaines et sociales. Je répète, H-A-L, trait d'union, S-H-S. Donc l'Empire pendant la Première Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres, je rappelle que le nom d'empire colonial n'est pas utilisé officiellement et dans une première partie, nous allons voir l'Empire et la Première Guerre mondiale, bien évidemment. Des opérations militaires ont lieu pendant la Première Guerre mondiale dans 3 régions du monde. Je ne détaille pas trop par oral pour ne pas sacrifier l'entre-deux-guerres. Je donne simplement quelques exemples, mais vous aurez tout l'essentiel dans le texte long. Premier secteur où il y a des opérations militaires, c'est au Maroc, où Lyautey réussit à contenir en quelque sorte la situation militaire du protectorat face aux confins. Il a d'ailleurs eu l'habileté de remplacer les unités d'actifs par des réservistes. Deuxième secteur, c'est le plus connu, je pense, c'est la conquête du Togo et du Cameroun allemand entre 1914 et 1916 à la suite d'une intervention militaire franco-britannique, chacun des deux alliés attaquant depuis l'une ou l'autre de ces colonies. Alors là, je ne détaille pas du tout. Un accord provisoire de partage est passé, il est précisé en juillet 1919 et la France obtient des mandats de type B sur le Togo et sur le Cameroun. Mandat de type B, ça signifie qu'il s'agit de territoires promis à une indépendance lointaine dans le cadre de la réglementation Société des Nations. Réglementation qui est absolument contraire au point 5 des 14 points de Wilson qui envisageait une consultation des populations. Et pour la première fois, nous voyons dans ce cours tout au moins apparaître le colonisé. Troisième secteur, et c'est une conquête qui, elle aussi, est très célèbre et jusqu'à l'époque actuelle, elle porte des conséquences qui sont très vives, la conquête de la Syrie et du Liban turc, ou ottoman si vous préférez. On parle là d'un imbroglio de déclarations et de principes. Il y a la déclaration Balfour
du 2 novembre 1917 qui promet un home national juif qui n'est pas précisé d'ailleurs. Il y a les accords franco-anglais Sykes-Picot. Picot, c'est le français, hein, donc ne prononçons pas Picot. Sykes-Picot du 16 mai 1916 et les accords de Saint-Jean-de-Maurienne entre la France et l'Italie qui prévoient un partage secret des dépouilles futures de l'Empire ottoman. Tout cela est parfaitement inconciliable. Alors, pendant la guerre, des troupes françaises font avec les Britanniques la conquête de la Syrie et du Liban, et à partir du moment où les opérations militaires sont terminées, la Grande-Bretagne se fait tirer l'oreille pour partager la conquête avec la France. La France obtient des mandats de type A, c'est-à-dire des mandats qui prévoient que la population est promise à une indépendance prochaine, cette fois-ci, sur la Syrie et sur le Liban, mais Syrie et Liban ne sont pas délimités au moment où le traité de Versailles est signé. Ils ne sont pas délimités définitivement. En plus, la France doit faire face, outre les Britanniques, elle doit faire face aux Turcs qui n'acceptent pas la présence française au nord de la Syrie, secteur dans lequel ils se sont réinstallés récemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle doit faire face à un nationalisme syrien qui ambitionne une grande Syrie qui ressusciterait la Syrie, l'apostrophe, la Syrie antique, et elle doit faire face aux demandes d'aide des Arméniens. Alors, à la conférence interalliée de San Remo en avril 1920, la France obtient définitivement un mandat sur la Syrie, c'est le seul mot qui est utilisé, et ce mandat, la France va le partager entre deux États, la Syrie et le Liban délimité d'une façon que nous verrons dans quelques instants. La Grande-Bretagne, elle a le mandat sur l'Irak et sur la Palestine, d'où les Britanniques détacheront en 1921 la Transjordanie. Il n'y a pas pendant la Première Guerre mondiale que les opérations militaires. Il y a aussi la fameuse force noire prévue par Mangin en 1910 et ont été levées des troupes indigènes et des bataillons de travailleurs dans tout l'empire colonial français, à haute dose, puisque les troupes indigènes doivent représenter à peu près 700 000 hommes et les travailleurs 300 000. Le taux de perte est important, mais pas plus, contrairement à ce qui a été prétendu, pas plus que parmi les unités de métropole. Des images sont restées dans la mémoire collective et la plus célèbre, vous la voyez sur le PowerPoint si vous l'avez déployé en même temps que vous écoutez ce cours, c'est Banania évidemment, c'est le tirailleur sénégalais. Vous n'avez là, dans ce que je vous ai mis sur le PowerPoint, que la deuxième figure du tirailleur sénégalais. La première est nettement plus militaire, des tirailleurs sénégalais qui ont la réputation de couper les oreilles des Allemands avec leur baïonnette. Sérieusement, la métropole a démontré qu'elle avait besoin du colonisé. On est donc extrêmement loin de l'anthropologie raciste type zoo-humain du jardin d'acclimatation. L'indigène, avec le retour des tirailleurs employés pendant la Première Guerre mondiale, sait que la métropole a eu besoin de lui. Des problèmes politiques très importants se sont posés. Au Maghreb, eh bien, ils ont reçu, les indigènes, le mot d'ordre de djihad lancé par le sultan de Constantinople, d'où des troubles sporadiques dès 1914, graves
dans l'Aurès en 1916 et dans le Sahara à cause de la confrérie qui est appelée la confrérie des Sénoucistes. Elle avait été fondée dans une oasis, pardonnez-moi, une oasis libyque théoriquement sous domination ottomane au XIXe siècle, et elle connaît un vif développement avec la Première Guerre mondiale. Il s'était installé à Koufra à partir de 1895. En Afrique subsaharienne et à Madagascar, il y a une agitation politique, disons, diffuse. Par contre, en Indochine, les hauts plateaux laotiens sont en état de révolte endémique pendant la Première Guerre mondiale. Au Vietnam se produisent deux révoltes, la révolte des détenus politiques de Bien Hoa en Cochinchine en 1916 et celle des gardiens, je dis bien les gardiens du pénitencier de Taïn Nguyen au Tonkin en août 1917. Elles sont toutes les deux écrasées. Et en 1918-1919, la métropole nie les troubles et la répression par conséquent, et on débouche sur un mythe qui est celui d'une France d'outre-mer qui aurait permis à la France métropolitaine d'être sauvée de l'invasion allemande. Quelle a été l'évolution économique des colonies françaises pendant la Première Guerre mondiale? Elle a été très difficile, voire terrible. En effet, les relations maritimes sont beaucoup moins régulières, beaucoup moins de produits viennent d'Europe, la production dans les colonies s'est ralentie, le matériel s'est usé, grosses sont les difficultés à exporter les produits coloniaux, et découle de tout ceci une forte hausse des prix, des difficultés alimentaires et une situation qui est absolument dramatique à Madagascar et à La Réunion, qui sont coupés de la métropole dès 1914. Il y a eu aussi des difficultés financières. Comme en métropole, il y a inflation et les difficultés du budget de l'État français font augmenter les impôts. Et de terribles famines éclatent ici et là, même dans des territoires très peuplés comme le Constantinois et la Tunisie. Et la crise économique de 1920-1921 qui frappe le monde entier, elle est catastrophique pour les colonies françaises. Et il faut souligner aussi la conséquence pour les indigènes du départ des médecins pour la guerre en Europe. Le résultat, c'est que la peste, je dis bien la peste, fait des ravages en Afrique et que la fameuse grippe espagnole qui frappe le monde entier entre 1918 et 1920 frappe sévèrement toutes les colonies françaises, où elle est bien entendu beaucoup moins décrite qu'en métropole. Conclusion sur la Grande Guerre, l'ébranlement d'une puissance coloniale en France, la France comme la Grande-Bretagne, comme la Belgique, que sais-je encore. Mais les milieux politiques français pensent surtout en termes d'importance de l'apport militaire et économique des colonies à l'effort de guerre, ce que les manuels scolaires de l'entre-deux-guerres vont exalter. Vous pouvez bien entendu, pour cette première partie et la suivante, regarder attentivement la carte des changements territoriaux en Afrique que j'ai mise sur le PowerPoint. En deuxième et en troisième grande partie, nous allons voir ce qui se passe dans l'entre-deux-guerres d'une façon générale. En apparence, il y a un immobilisme qui est largement mythique. C'est le mythe évoqué à l'instant d'un empire colonial qui a contribué à la victoire. Les indigènes sont tout heureux de cela
et rien ne se passe dans le meilleur des mondes possibles. Les peuples, y compris les peuples coloniaux, n'ont pas d'histoire. Est-ce qu'on a affaire à des colonies françaises étrangères à l'histoire? En termes de surface, une fois acquis les territoires de tout à l'heure, Syrie et Liban, Togo et Cameroun, la surface de l'empire colonial français est inchangée. En fait, elle progresse petit à petit jusqu'à un achèvement qu'on peut situer en 1934 avec la fin de la conquête du Maroc. Si vous préférez, regardez bien la carte, le territoire marocain, le territoire algérien et le territoire de ce qui va devenir la Mauritanie se rejoignent par-delà le Sahara espagnol. Et au total, l'empire colonial français fait 12 600 000 km² à la fin des années 30. Mais inévitablement se pose la question de l'accueil de facteurs d'évolution que sont le wilsonisme qui provoque l'existence à la Société des Nations d'une commission des mandats qui ne ménage guère la France. Toutes les puissances mandataires, comme l'on dit, doivent envoyer un rapport au moins annuel. La France est pratiquement toujours en retard et elle se fait tancer pour ce retard. A, c'est A en termes de mandat. On le lui rappelle aussi. Et puis, il y a l'action de la troisième internationale, le Comintern, qui approuve en juillet 1920 les thèses sur les questions nationales et coloniales de Lénine et qui fixe la tactique de l'opposition au pouvoir bourgeois nationaliste et colonialiste. Le Comintern réunit l'important congrès des peuples opprimés à Bakou en 1920. On l'appelle aussi le congrès des peuples de l'Orient. Les délégués issus de l'ancien empire russe sont très largement majoritaires, bien entendu. Et la Russie même se trouve secouée par les revendications des peuples d'Asie centrale, mais ceci n'est pas l'objet de ce cours. Par contre, il faut se concentrer sur l'action du communisme français. Alors, pour ce qui concerne la SFIO issue, maintenue après le congrès de Tours, son anticolonialisme est d'une part modéré, d'autre part partiel. Et c'est la spécialité d'un homme, jusqu'à la 4e République comprise, Marius Moutet. Le Parti communiste, issu du congrès de Tours, c'est-à-dire la section française de l'Internationale communiste, en termes officiels pendant plusieurs années, le Parti communiste français critique d'abord à la fois le colonialisme et les nationalistes bourgeois qualifiés de féodaux. Puis, à partir du milieu des années 20, il soutient les nationalistes. C'est pour ça que son soutien à Abdelkrim lors de la guerre du Rif n'est pas immédiat. Il vient avec les premiers succès d'Abdelkrim, mais il est alors ostensible. L'élément le plus célèbre, c'est le télégramme de félicitations à Abdelkrim du 24 septembre 1904 et toute l'agitation que les communistes font par l'intermédiaire de leurs députés au Palais Bourbon. Le Parti communiste mobilise assez largement contre la guerre du Rif. Il y a une grève générale en 1925 contre la guerre coloniale. De façon à avoir un peu plus de monde, c'est aussi une grève contre la fiscalité. Ça précipite la désagrégation du cartel des gauches quand même. Le communisme français soutient aussi les nationalistes indo-chinois
Alors, je passe rapidement sur ce deuxième soutien, mais le tournant de l'international en 1935, c'est-à-dire un tournant favorable au Front populaire d'alliance avec les autres partis de gauche, il est fidèlement appliqué avec une considérable atténuation de l'anticolonialisme. Et même le fameux discours de Torres en 1937, dans lequel, certes, il parle du droit à l'indépendance, mais pour ajouter aussitôt, l'intérêt des peuples colonisés est dans leur union avec le peuple de France et non dans une attitude qui pourrait favoriser les entreprises du fascisme. Il faut par conséquent créer les conditions de cette union libre, confiante et fraternelle des peuples colonisés avec notre peuple. On retrouve là, si vous voulez, le bon vieux messianisme républicain du XIXe siècle. Et la même année, 1937 donc, Torres publie un rapport avec la fameuse formule « Le droit au divorce ne signifie pas l'obligation de divorcer ». Quelles sont les attitudes de la France et des Français, de l'opinion publique, si vous voulez, face aux colonies dans l'entre-deux-guerres? Indifférence et méfiance, très largement, en dehors de Banania, si vous voulez. L'attitude générale de l'opinion est faite de cette indifférence et de méfiance. Le parti colonial et ses groupes de pression ont beaucoup baissé. La Ligue maritime et coloniale, qui naît en 1921 et qui publie Mer et colonies, prétend glorieusement avoir 700 000 adhérents, mais en réalité, elle en a entre 20 000 et 30 000. Des hommes politiques, des groupements économiques envisagent sans sourciller de céder des colonies ou d'en échanger, vendre des colonies aux États-Unis d'Amérique, comme autrefois Napoléon Bonaparte avait vendu la Louisiane, échanger, associer l'Allemagne de Weimar à l'œuvre coloniale par le biais de l'Eurafrique, que l'on voit refleurir ici, souvenez-vous, d'un cours précédent. La métropole est très mal renseignée sur ces colonies. Ceci étant, la grande presse publie de grands reportages, les plus célèbres étant ceux d'Albert Londres. Le cinéma s'ouvre un peu aux colonies. Pensons à Pepe le Moko. Regardez l'affiche qui est sur le PowerPoint. Il y a un effort de propagande pour la plus grande France. La formule de Jacques Léotard devient étatique. Les 100 millions de Français, comme l'on dit. Et puis le centenaire de l'Algérie française en 1930, il est longuement et soigneusement préparé comme l'exposition coloniale de 1931. On voit fleurir des adages comme « La Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris ». Il y a donc une espèce d'effort pédagogique qui essaye de remédier à l'indifférence et à la méfiance. Il faut signaler aussi la grande importance des croisières noires et jaunes de Citroën. L'exposition coloniale de Marseille a lieu en 1922, c'est la deuxième après celle de 1906. Il y a un réel succès avant l'exposition coloniale de Paris en 1931. Cette exposition coloniale dite de Paris ou de Paris-Vincennes, vous en avez une représentation fameuse sous les yeux, eh bien cette exposition coloniale, elle est préparée par Lyautey, Lyautey qui a été démis de son poste au Maroc. Lyautey est un personnage fort dépressif, c'est son droit, hein, ne critiquons pas. Eh bien Lyautey, à titre de compensation, il reçoit la direction de l'exposition et il s'investit formidablement dans la préparation de l'exposition et dans les différentes inaugurations. La culture de masse se trouve au fond symbolisée
par l'exposition de Vincennes, qui s'intègre dans un grand mouvement de culture de masse apparu au XIXe siècle, avec la presse, la scolarisation des Français, etc., etc. Il y a une abondante littérature de dénonciation des abus du colonialisme. Les deux plus grands ouvrages sont ceux d'André Gide, Voyage au Congo en 1926 et Retour au Tchad. Tous les deux sont sous-titrés Carnet de route et sont notables le rôle d'autres intellectuels comme le professeur de philosophie Félicien Chalet, condamnant radicalement le système colonial, et comme aussi la journaliste André Violis. Il faut être attentif à relever le rôle des femmes, surtout dans l'entre-deux-guerres, évidemment. Mais globalement, la légitimité du lien colonial n'est guère remise en cause dans la grande opinion publique. Et les sondages sont éloquents. En février 1939, 53% des Français estiment que, c'est la question qui leur a été posée, l'Empire, c'est la France. Mais il y a quand même 43% d'avis contraires. En septembre 1945, au-delà de la guerre, 63% des Français croiront que l'Indochine est et restera française. Et il n'y a que 12% d'avis contraires. En quelque sorte, le sentiment de la légitimité du lien colonial progressera grâce à la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons parlé tout à l'heure de la première, voici l'importance de la deuxième. Revenons à 1939 pour les sondages. À la question de savoir si on estime, je cite, aussi pénible de voir citer un morceau de notre empire colonial qu'un morceau du territoire de la France, on enregistre certes toujours 53% de oui, mais toujours 43% de non. En avril 1946, donc au-delà de la Deuxième Guerre mondiale, 63% des Français voudront donner à tous les colonisés la citoyenneté française et il n'y a que 22% d'avis contraires, ce qui montre bien la vogue tardive de l'assimilation. Tardive, et elle vient beaucoup trop tard, cette vogue, évidemment. Ce qui domine, en fait, c'est la bonne conscience coloniale. Kipling, abondamment traduit en français et très souvent rappelé, et l'homme politique Albert Sarraut titre en 1931 son ouvrage « Grandeur et servitude coloniale ». Grandeur et servitude coloniale, c'est un titre pastiche, évidemment. Et Hubert Lyautey déclare en 1931, au moment de l'inauguration de l'exposition, il déclare « Coloniser, c'est gagner à la douceur humaine les cœurs farouches de la savane et du désert. » Les voix anticoloniales, celles de tout à l'heure, sont très minoritaires face aux formules d'un Albert Sarraut, celles de tout à l'heure, mais en 1931, il ajoute « Tous ceux de nos protégés dont la sagesse est faite de l'expérience du passé et de l'observation attentive du présent ont peur de l'indépendance. » Le mépris pour les chefs nationalistes est évident en France. Ceci étant, ça ne va pas jusqu'au mépris de Churchill pour Gandhi. Churchill l'a qualifié de fakir à demi nu. Dans l'entre-deux-guerres se développe l'idée de l'évidence, entre guillemets, de l'anarchie, toujours avec des guillemets, que serait l'indépendance. Et Alain,
philosophe qui passe pour le quasi-philosophe officiel du Parti radical, Alain prédit en cas d'abandon, je cite, que la simple et aveugle coutume établira partout, si nous laissons faire, un régime de crasse, de négligence et de fanatisme, sans compter la force nue qui passera comme le cyclone. Vous voyez donc que les philosophes ne sont pas d'accord entre eux. On a vu tout à l'heure Félicien Chalet, anticolonialiste, voici Alain. Des philosophes qui ne sont pas d'accord entre eux. Toute ressemblance avec les médecins de l'actuelle pandémie est tout à fait louable. Bien entendu, l'exotisme colonial, ça ne coûte pas cher, est porté au nu dans la littérature avec Joseph Perret, qui vient d'être réédité très largement, avec Hergé, bien sûr, Tintin au Congo, en 1931, l'année de l'exposition coloniale française, et dans l'édition originale, Tintin fait une leçon de géographie sur la Belgique, leçon qui sera remplacée par du calcul en 1947. La chanson s'y met, bien entendu, comme en Grande-Bretagne, le roman policier avec Agatha Christie, où les personnages de coloniaux sont très très nombreux. Donc pas de remise en cause du bien fondé de la domination coloniale, globalement parlant, en France. Bonne conscience coloniale, on insiste sur la mise en valeur, on parle de fête coloniale comme s'il s'agissait d'un phénomène géologique, si vous voulez, d'une plaine de niveau de base qui est enfin acquise, et bien sûr, les aspirations nationales sont liées. L'État fait d'ailleurs quelques efforts. Le recrutement de l'école coloniale que nous avons vu fonder dans le cours précédent, en 1889, eh bien, il est amélioré. Il est amélioré par la création en 1927 de classes préparatoires spéciales instituées pour préparer au concours d'entrée. Et Georges Pompidou a enseigné au lycée Henri IV, où existe l'une de ces classes, comme vous le savez peut-être. Quelles sont les conséquences globales? D'abord, une grave absence de doctrine coloniale véritable, entendons pour ou contre la colonisation, pas besoin de se casser la tête à établir un corpus d'idées, puisque tout va bien, que tout a été magnifié par la Première Guerre mondiale. Deuxième conséquence, la parcimonie budgétaire française. L'empire colonial représente entre 1 et 2% du budget seulement, et la tradition républicaine veut que les colonies se suffisent à elles-mêmes. Et les investissements privés métropolitains dans l'outre-mer sont faibles. L'impérialisme colonial, il est donc bien plutôt d'organisation, de façon qui se veut cartésienne, mais qui ne l'est pas d'ailleurs, et non pas d'expansion. L'administration locale est omnipotente. Et dans tout cela, évidemment, perdure et même s'accélère un racisme colonial. Un personnage commence d'ailleurs une longue carrière. Il s'agit de Georges Maucot, M-A-U-C-O, ce n'est pas la même orthographe que Pépé de tout à l'heure, chantre de la politique nataliste dans les années 30 et en même temps turiféraire d'une vision sélective du racisme colonial à la française. Un exemple parmi d'autres, laisser immigrer en France les Kabyles est d'après lui bien préférable à l'importation, entre guillemets, c'est une citation,
de nègres, c'est encore une citation, et d'Indochinois. Mais toutes les populations coloniales font courir à la métropole les risques de la syphilis, de la tuberculose et de la criminalité. Eh bien, Boko est un personnage officiel, secrétaire du comité d'études sur les étrangers, secrétaire de l'Union internationale pour l'étude scientifique des problèmes de population, membre du cabinet de Philippe Serres, sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil en charge de l'immigration et des étrangers dans le deuxième gouvernement du Front populaire, c'est-à-dire le gouvernement Chotan, pas dans le gouvernement Léon Blum, parce que Boko, comme vous le devinez aisément, il est bien entendu antisémite. Boko a des soutiens très très forts, comme l'historien Louis Chevalier, Alfred Sauvy, Robert Debré, le gouverneur colonial Hubert Deschamps. Il entrera au PPF de Doriot. Il sera à Vichy, bien entendu. Il sera néanmoins blanchi par De Gaulle et il se verra à la Libération confier un haut comité de la population et de la famille, poste qu'il conservera jusqu'à quand? Jusqu'en 1970, recyclant à tout va ses publications d'avant-guerre et proposant avec succès une politique très restrictive et éthique avec des quotas en fonction de la désidérabilité des différentes origines et un contrôle tatillon tous azimuts de l'immigré, santé, logement, physique, mental, etc. En dehors de ce personnage, eh bien, il faut signaler la géographie coloniale française qui est introduite dans l'enseignement primaire, in fine, hein, en 1938 seulement, et dans l'enseignement secondaire l'année précédente. Hein, curieusement, c'est ainsi l'ordre. Le succès, j'y reviens, de l'exposition coloniale de 1931 à Paris. Mais l'empire colonial français, il est quand même plus petit que le britannique, comparé les deux cartes que je vous ai fournies et que Madame Bonamy vous a envoyées. Dans l'entre-deux-guerres se produit quand même une évolution réelle, pour deux raisons fondamentales. D'abord, les difficultés économiques, au moins celles qui sont liées à la crise économique mondiale de 1929, au moins celle-là. Et puis deuxième raison, les débuts véritables du nationalisme colonial. Premier type d'évolution, l'évolution démographique. L'Institut Pasteur, par exemple, les hôpitaux, les médecins de retour aux colonies, l'hygiène générale, ça permet d'accomplir une œuvre considérable par la victoire sur les affections endémiques et d'obtenir un succès dans la lutte contre l'alcoolisme. Le résultat, c'est un excédent naturel, une différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité, un excédent naturel qui est augmenté. D'autant plus que la mentalité coloniale consiste à encourager à faire du noir, je cite bien entendu, dans l'entre-deux-guerres, par peur de la faible densité qui pourrait attirer les rivalités, les rivaux coloniaux. Entendez la Grande-Bretagne. Et il se produit une véritable explosion démographique. L'Algérie passe, en ce qui concerne sa seule population musulmane, de 4 900 000 en 1925 à 6 200 000 en 1936. La Tunisie passe d'1,8 million habitants en 1921 à 2,3 en 1936.
etc., etc. Il y a une extension rapide de l'urbanisation, une véritable révolution démographique. Au fond, la France, comme toutes les autres métropoles coloniales, avait fait sa révolution démographique pour la France à partir de la fin du XVIIIe siècle. Eh bien, les colonies françaises et autres font leur révolution démographique dans l'entre-deux-guerres mondiales. Alors, des villes très importantes apparaissent aux colonies françaises: Casablanca, Tananarive, Alger, Dakar. Des territoires sont vraiment très peuplés. L'Indochine, 23 millions d'habitants en 1936. Le Maghreb tout entier représente 16 millions d'habitants. L'AOF, presque autant, 14 700 000. Madagascar et l'Afrique équatoriale française est la véritable cendrillon de l'empire colonial avec 3 400 000 habitants seulement. Le Maroc est un cas très net d'accroissement démographique très rapide. Mais c'est un cas qui est très particulier. En 1913, il y avait très peu d'Européens, à la suite du protectorat, si vous voulez. 29 000 Européens en tout et pour tout. On est en 1936 à 236 000 Européens. L'explication est double. Première explication, il y a beaucoup d'Espagnols dans le protectorat français du Maroc, nous sommes bien d'accord. Et deuxième explication, la fascination que le Maroc exerce sur les imaginations françaises. Quelle est l'économie impériale? Ou y a-t-il une économie impériale? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une politique de mise en valeur de l'empire colonial français, notamment par le plan Sarraut, qui est lancé en avril 1931. Albert Sarraut est ministre des colonies. Il monte un grand ensemble de grands travaux d'infrastructures financés par les réparations allemandes. Ce plan ne fut que très partiellement appliqué. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'au fond, l'économie des pays colonisés est orientée non pas vers la mise en valeur des colonies, mais vers la satisfaction des besoins des métropoles partout dans le monde. Par exemple, les phosphates du Maroc servent à quoi? Eh bien, à fabriquer des superphosphates en métropole, c'est-à-dire des engrais agricoles. Le caoutchouc d'Indochine, à quoi sert-il? Eh bien, il sert à fabriquer les pneumatiques des voitures qui sont produites en abondance par la France dans l'entre-deux-guerres. Les conséquences, ce sont d'une part la sensibilité aux prix mondiaux et d'autre part la dépendance économique. Autre conséquence, la substitution aux cultures vivrières des cultures dites de plantation, celles qui permettent aux colonies d'exporter vers la métropole. L'équipement des colonies est peu fait par les métropoles et la France n'échappe pas à la règle. La crise économique de 1929 aggrave cette dépendance à cause de la baisse des cours mondiaux. La crise de 1929 est une crise non pas d'inflation, mais une crise de baisse des prix. Les matières premières voient leurs prix baisser. Or, les colonies produisent de plus en plus de matières premières. Mais une autre conséquence de la crise de 29, c'est le repli de la métropole sur l'Empire. En 1913, nous l'avons vu dans un cours antérieur, le commerce entre la métropole française et les colonies, ça représentait à peu près 12% du commerce français, avec une part beaucoup plus forte dans les exportations que dans les importations. On est en 1929 déjà à 16%,
Donc le progrès, il est antérieur à la crise de 29 en fait, et en 1938, on est à 27%, avec un renversement de la répartition exportation-importation. Les colonies exportent beaucoup plus vers la métropole, beaucoup plus que ces 27%. L'Empire est devenu le premier partenaire de la France, et même si on isole l'Algérie, l'Algérie est le premier fournisseur de la France métropolitaine. Et l'Afrique du Nord représente à peu près la moitié du commerce extérieur français. Voici qui soutient une espèce de mystique coloniale. Le terme de colonie est remplacé officiellement en 1935 par France d'outre-mer et naissent des organismes dits impériaux, mais le terme d'empire colonial n'est toujours pas utilisé officiellement. Dans l'apparent immobilisme de l'empire colonial français, une évolution se dessine donc, une évolution profonde et cachée qui engage l'avenir plus qu'elle ne modifie le présent. Les années 1920 voient une expansion économique dans l'empire français, comme dans tous les empires coloniaux. Le poids des colonies augmente dans l'économie métropolitaine, tandis que le budget de l'État continue à être tout à fait minime en matière de colonies. Et les milieux politiques français ont une vision exactement inverse. Ils pensent que l'État républicain fait beaucoup pour les colonies françaises. Il y a des évolutions internes qui sont tout à fait appréciables dans les colonies. Qu'est-ce qu'on peut souligner comme évolution interne? La scolarisation qui progresse partout. Donnons un exemple. L'école normale William Ponty est fondée à Dakar en 1937. Dans certaines colonies, deuxième exemple, le progrès économique est fort. Il est alors le fait de puissantes sociétés françaises. C'est le cas d'Indochine. C'est le cas de l'Indochine pour ce qui concerne les houillères du Tonkin, qui produisent près de 2 millions de tonnes de charbon, et dans le cas des plantations d'EVA de l'Annam et du Cambodge. L'EVA fournit le caoutchouc, Michelin en particulier. Le Maroc est la terre d'élection de l'entreprise capitaliste coloniale, dans les mines de Zelidja et de Bou Arfa, dans les gisements de phosphate et dans le capital de la banque chérifienne, où la France a absorbé en 1919 les parts allemandes, autrichiennes et russes. La France, ai-je dit, mais ce n'est pas l'État français, c'est en fait la Banque de Paris et des Pays-Bas. La mise en valeur est limitée dans le temps et dans l'espace, même si elle est mythifiée, avec par exemple, vous en avez la carte, le chemin de fer Dakar-Bamako de 1923. En fait, il ne va pas encore tout à fait jusqu'à Bamako en 1923. Le mythe du transsaharien continue son bonhomme de sable, si j'ose dire, et il est en fait supplanté par les transports routiers dès l'entre-deux-guerres. Des disparités sont très sensibles. Prenons l'exemple de l'Indochine à l'instant. Entre le grand planteur d'EVA et l'humble Nakwe, l'humble paysan, il y a d'énormes disparités. L'indigène a un revenu moyen, est-il calculé, de 49 piastres. La piastre, c'est la monnaie indo-chinoise. Eh bien, le revenu moyen d'un Européen non fonctionnaire est d'environ 5000 de ces piastres. Le niveau de vie moyen s'est aggravé partout aux colonies pour trois raisons.
D'abord, la perte de terres cultivables au profit des gros colons, au détriment donc des cultures vivrières. Deuxième raison, l'accroissement de la fiscalité. Et troisième raison, la pression démographique de tout à l'heure. La petite colonisation européenne a tendance à péricliter. En Algérie, l'exemple est très célèbre, mais aussi à Madagascar. Il y a de pauvres blancs qui apparaissent, surtout à Madagascar, dans l'entre-deux-guerres. Quelques éléments d'évolution juridique sont à noter, avec en particulier la loi de 1919 pour l'Algérie. Désormais, les indigènes, les musulmans, comme on dit crûment, pourront accéder à la citoyenneté française, mais sous de très, très nombreuses conditions, ce qui va donner un corps électoral de 421 000 électeurs musulmans. Vous me direz, bah, c'est quand même pas mal, on approche du demi-million. Oui, mais ce corps électoral, il ne fonctionne que pour les élections municipales. Il n'élit pas les députés et les sénateurs des 3 départements algériens. Des assemblées locales apparaissent un peu partout et se juxtaposent aux fonctionnaires d'autorité, mais ceux-ci sans grande représentativité. Donnons l'exemple du Grand Conseil des intérêts économiques et financiers créé en 1928 en Indochine. Il est formé de 38 Français et de 28 indigènes, et de 28 indigènes qui sont soigneusement choisis, vous le devinez aisément. Les autres transformations sont peu nombreuses. Il faut signaler quand même l'organisation d'une nouvelle colonie, la Mauritanie, en 1920. La Mauritanie, qui est une cendrillon coloniale encore pire que l'Afrique équatoriale française, ne serait-ce que parce qu'elle n'a pas de capitale, son gouverneur réside à Saint-Louis du Sénégal, c'est-à-dire qu'il réside dans le Sénégal voisin. Et une véritable capitale, Nouakchott, ne sera fondée qu'en 1957, à la veille de l'indépendance de la Mauritanie, donc dans la précipitation la plus totale. Il faut signaler qu'il y a des revendications d'autres pays. L'Allemagne nazie réclame le retour des anciennes colonies allemandes et ça suscite un renouveau de l'idée d'Eurafrique. Mais l'Italie, fasciste, est la plus précoce et la plus précise. L'Italie se réclame toujours insatisfaite. Lui sont lâchés quelques satisfaits. Petit agrandissement de la Libye en 2 ou 3 fois, avec en 1935 la fameuse bande d'Aouzou au détriment du Tchad français. Un petit territoire somalien la même année, lâché par Laval, bien sûr, au profit de l'Érythrée. Et l'Italie fasciste lance le 30 novembre 1938 une campagne de revendication sur Djibouti, l'Éthiopie est alors conquise, sur la Tunisie, où les Italiens forment un groupe qui est très homogène et très nombreux. Nous allons voir en 4e partie la naissance des nationalismes dans l'entre-deux-guerres. D'abord, il faut rappeler que le mot décolonisation est attesté en France depuis très longtemps. Il est attesté dès 1838 dans un manifeste qui est intitulé « Décolonisation d'Alger », dans lequel l'auteur recommande
l'évacuation de l'Algérie. Décolonisation apparaît donc dans un contexte qui fait à de certains parlementaires français regretter le poids financier, à leurs yeux excessif, des colonies françaises. Pour l'heure, en dehors des vieilles colonies, il n'y a qu'un début d'Algérie. Dans l'entre-deux-guerres, il est évident que décolonisation a un sens tout à fait différent. C'est la décolonisation au sens du leader communiste indien Roy, R-O-Y, qui, après la révolution soviétique, reprend le mot décolonisation dans un sens anti-britannique. Alors le mot, il est repris par des leaders nationalistes de l'empire colonial français, et la décolonisation, elle est aussi, sans explicitement le mot, légèrement tentée par le Front populaire qui échoue très largement. La remise en question du colonialisme, elle est, en France, enfin dans les colonies françaises comme dans beaucoup d'autres colonies, l'expression d'une élite sociale et intellectuelle. À l'exception d'un Ho Chi Minh et d'un Diop, elle concerne une intelligentsia de fils de notables, de bourgeois, de chefs de tribu, mais aussi d'ingénieurs, d'avocats, de pharmaciens comme Ferhat Abbas en Algérie. Elle emprunte souvent un des modèles extérieurs, d'où le synchronisme mondial de 1919. Modèle extérieur, ça signifie évidemment d'une part le wilsonisme et d'autre part l'URSS. Mais cette remise en question, elle est hétérogène en fait, parce que les sources idéologiques sont multiples. Il faut remonter à la victoire japonaise sur la Russie en 1905, qui alimente un asiatisme qui, pour la France, concerne surtout l'Indochine, bien sûr. Il y a eu ensuite la révolution de 1917. S'ajoutent les partis communistes des métropoles, l'indépendance de l'Arabie et de l'Égypte, exemples qui font naître un arabisme dans l'entre-deux-guerres. De surcroît, la Société des frères musulmans, née en Égypte en 1927, son objectif est une renaissance religieuse intégriste et elle connaît un grand succès. Le wilsonisme est évidemment très important malgré le vague du 5e point des 14 points que j'évoquais tout à l'heure. Il a néanmoins suscité bien des espoirs en faveur du principe de self-determination, immédiatement connu et salué. Mais à la conférence de la paix, le mouvement d'éveil des peuples colonisés a été totalement négligé. Les revendications territoriales des Alliés l'emportent sur le wilsonisme et les quelques individus qui viennent des colonies défendre leur liberté sont éconduits, tout comme sont éconduits les Irlandais et les Arméniens. Les thèmes principaux de l'anticolonialisme dans l'entre-deux-guerres sont pour partie occidentaux, donc, mais pour partie aussi indigènes. Des congrès panafricains se tiennent à Paris en 1919, c'est le premier, à Londres en 1921 et en 1923, c'est logique qu'il y en ait deux à Londres, et à New York en 1927. À New York, où évidemment il y a des rencontres avec les Africains américains, et négritude et panafricanisme font le lien avec les Noirs américains, avec l'expansion du jazz, y compris en France, avec le mouvement de retour des Noirs américains en Afrique, qui est incarné par le Jamaïcain Garvey.
Il se développe, négritude et panafricanisme, avec, pour ce qui concerne l'empire colonial français, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Mais il s'essouffle. C'est surtout à la suite de la Deuxième Guerre mondiale que le panafricanisme retrouvera son dynamisme. Les thèmes indigènes ont été amplifiés par l'expansion de l'islam depuis le XIXe siècle en Afrique et par les sectes islamiques réformatrices. La presse a une grande importance, par exemple, sont lus en Algérie les journaux égyptiens comme Al-Aram, qui est publié au Caire. Al-Aram, ça signifie les pyramides. Il y a une grande vogue du marxisme, une grande importance du Comintern, parce que le marxisme et surtout le Comintern offrent un corpus d'idées utilisables à court et moyen terme et des solutions immédiates. Nous avons vu tout à l'heure le congrès de Bakou. Vous aurez quelques détails sur le personnage de Sultan Galiev dans le texte long que vous pourrez demander. L'Afrique subsaharienne connaît assez peu l'agitation nationaliste. Elle est beaucoup plus vive en Extrême-Orient et dans des régions où le panarabisme et le panislamisme peuvent servir de ferment aux revendications indigènes. Les mouvements revendicatifs sont nombreux, mais seule une minorité demande carrément l'indépendance pour l'heure. Et socialement, le mouvement ne touche qu'une partie de la population, ce qui, dans l'histoire générale, est tout à fait typique des phénomènes révolutionnaires. La métropole, face à ces mouvements, nie le phénomène, où elle est répressive tout en niant la répression, ceci sauf pendant le Front populaire, je me répète. Nous verrons peut-être un ou deux exemples si nous avons le temps. Comme a écrit Léopold Sédar Senghor, Seigneur, pardonne à la France qui montre la voie droite et chemine par les sentiers obliques. Alors, que se passe-t-il en matière de mouvement nationaliste, d'abord en Indochine? Eh bien, essentiellement la naissance de partis politiques favorables à la décolonisation sous une forme ou sous une autre. En Indochine, il y a à la fois des mouvements modérés qui recrutent dans la moyenne et la petite bourgeoisie, qui sont favorables à l'association avec la France, et des sectes comme les caodaïstes, fidèles d'une nouvelle religion. Les caodaïstes sont fondés en 1926, une nouvelle religion synthétisant les messages de Bouddha, Lao Tse, Confucius, le Christ, Dahomey et même Victor Hugo. Les caodaïstes ne sont pas à négliger, ils sont 500 000 à la fin de la décennie 20. Le premier grand parti nationaliste indo-chinois, qui est en fait, dans les premières années, annamite exclusivement, c'est un parti indépendantiste, c'est le VNQDD, ce qui signifie en vietnamien le Vietnam Co Tăng Dang, qui est fondé le 25 décembre 1927. Retenez bien ce sigle, VNQDD. Ce VNQDD est imité du Kuomintang chinois, républicain, et il rêve d'ailleurs au départ d'une indépendance obtenue grâce à la Chine. Son chef est un instituteur, Nguyen Tai Hoc. Les fondateurs du VNQDD avaient auparavant, en 1926, donc l'année précédente, de concert
avec un éphémère premier parti communiste indo-chinois, fondé à Canton en 1917 par des immigrés, rédigeait une pétition nationale réclamant de grandes libertés d'une part, l'accession plus facile à la nationalité française, assimilation, et le droit enfin de participer à l'administration. J'ai mentionné à l'instant le premier parti communiste indo-chinois. Un deuxième parti communiste indo-chinois, PCI, le sigle est utilisé, est fondé en 1930, non plus en Chine, mais dans le Nord Annam. C'est pourquoi il est appelé d'abord Parti communiste vietnamien. Mais toujours en liaison avec la diasporie vietnamienne au Japon, en Chine méridionale et au Siam. Il est fondé par un personnage qui est extrêmement célèbre, c'est Nguyen Ai Quoc, le patriote, c'est son premier surnom jusqu'en 1940. Nguyen Ai Quoc deviendra Ho Chi Minh, c'est-à-dire celui qui éclaire. Donc deux surnoms successifs, son vrai nom c'est Nguyen Sinh Kung et il est né en 1890 dans une famille de petits fonctionnaires indigènes. Il travaille comme balayeur en Grande-Bretagne d'abord, puis comme ouvrier en France de 1917 à 1923. Il fait partie de ces indigènes, ici indo-chinois, qui sont importés, entre guillemets, pour travailler en France pendant la Première Guerre mondiale. Il adresse à la conférence de la paix en 1919 un programme qui est inspiré par le wilsonisme et il essaye en vain de rencontrer Wilson. Je vous ai dit tout à l'heure, ces nationalistes sont évincés. On ne les reçoit pas. Il participe au congrès de Tours en 1920, où il adhère au PC français. Il séjourne à Moscou et en Chine entre 1924 et 1930 et il participe aux travaux du Comintern. De retour en Indochine en 1930, il fonde donc le Parti communiste indo-chinois et en 1941, il fondera la fameuse coalition du Viet Minh contre les Japonais, puis contre les Français. Autres noms à citer, il y en a deux, Pham Van Dong et Von Nguyen Giap, qui est mort en 2013, alors qu'il avait plus de 100 ans. Il est mort à 102 ans. Von Nguyen Giap, qui est un professeur d'histoire dans une école privée, et sa femme, arrêtée, était morte en prison. L'Indochine est la première colonie à être touchée par la crise économique de 1929, une crise qui est très très grave en Indochine, ce qui aggrave la misère des masses que j'évoquais tout à l'heure, d'où des troubles qui sont très très importants. Cette misère des masses et ces troubles sont absolument contemporains de la, entre guillemets, mise en valeur capitalistique de l'Indochine. On a vu le charbon tout à l'heure, le caoutchouc également. Il faudrait signaler que la production d'étain est multipliée par 8, que celle du zinc explose, et on peut conclure que Saigon devient le 7e port français. Le premier acte de la lutte anticoloniale en Indochine, ce fut la mutinerie des tirailleurs annamites à Yen Bai, au Tonkin, en 1930, à l'instigation du VNQDD que j'ai signalé tout à l'heure. Le VNQDD escompte l'extension de l'insurrection à tout le protectorat du Tonkin. La garnison se mutine, tue les officiers français, s'empare du dépôt d'armes. Des actions similaires ont lieu dans les provinces voisines,
accompagné d'un soulèvement paysan localisé, de bombes à Hanoï, mais la population n'ose pas suivre et les mutins ne parviennent pas à prendre le contrôle de Hanoï. S'abat sur eux une très très dure répression, bombardement de villages, exécutions, envoi au célèbre bagne de Pulo Condor. Pulo Condor, c'est une petite île désolée qui est au sud de la Cochinchine. Sans qu'on s'en prenne à la racine du mal qui est manifestement l'extraordinaire disparité sociale de la population et le manque à peu près total de liberté. Cette terrible répression de 1930 liquide pratiquement le VNQDD et par voie de soustraction, cela fait la force du Parti communiste indochinois. À l'instigation de ce dernier éclatent quasi immédiatement des révoltes populaires en 1930-1931. Un exemple parmi d'autres, le soulèvement des ouvriers des plantations d'EVA Michelin. Autre politique française que la répression, une politique appelée à beaucoup d'avenir, si j'ose dire, les bricolages politiques au sommet. Un nouvel empereur d'Annam est mis sur le trône en la personne de Baodaï, c'est son nom d'empereur, il s'appelle Vinh Thuy, en 1925. Il n'a que 12 ans, il est donc considéré comme parfaitement malléable et il est d'ailleurs flanqué d'une commission des réformes dirigée par le catholique Ngo Dinh Diem, qui sera président de la République du Vietnam entre 1955 et 1968. Les conséquences du Front populaire sont importantes. Des mesures sociales en faveur des ouvriers, journée de 8 heures, relèvement des salaires, etc. Et les détenus politiques de 1930, comme Pham Van Dong et Von Nguyen Diap, sont libérés. Que se passe-t-il au Maghreb? En Tunisie d'abord est fondé dès 1919 le Parti libéral tunisien de la Constitution, en arabe le Destour qui est un parti panarabe qui a la sympathie de beaucoup de nationalistes d'autres nations. Il réclame une constitution et une assemblée législative tunisienne élue au suffrage universel. Deuxième pivot de ce qui se passe en Tunisie, le mouvement syndical tunisien est très important avec création d'une confédération générale du travail tunisienne, CGTT. L'appellation et le sigle sont parallèles à la CGT française. La France mène en Tunisie une politique de répression, mais elle crée en 1922 le Grand Conseil de Tunisie, qui est composé, vous le devinez facilement, d'une majorité de Français. En 1934, il y a une scission très importante au sein du Destour entre un vieux et un néo-Destour. Le vieux Destour offre un exemple rare de parti de notables assez hostiles à la France. Ce sont des conservateurs et des xénophobes qui s'orientent vers les milieux traditionnalistes et religieux et qui jouent la carte de l'arabisme. Le néo-Destour est fondé par Habib Bourguiba, dont vous avez un portrait. Né à Monastir en 1903, il a fait des études à Paris, il est devenu avocat en Tunisie et il mène des négociations avec
le ministre Pierre Viénot du Front populaire. Des conversations sur les modalités de l'accession à l'indépendance. On étudie en particulier une constitution. Dans le même temps, le régime de la presse est assoupli, le droit de réunion est accordé, ainsi que le droit d'association. La CGTT était évidemment illégale, mais la chute du gouvernement Blum ruine les espoirs et de violentes émeutes éclatent à Tunis le 8 avril 1938. En réaction, la France dissout le néo-Destour, qui est obligé de se réfugier dans la clandestinité, et elle déporte Bourguiba, qui avait été arrêté une première fois en 1934 et libéré par le Front populaire. La Tunisie pose aussi une question internationale, puisqu'il y a beaucoup d'Italiens, et qu'elle est revendiquée par Mussolini. Alors la France accorde quelques libertés aux Italiens, mais se méfie des menées fascistes italiennes. Au Maroc, le grand événement, c'est la guerre du Rif, qui est une grande révolte partie de la zone espagnole en 1921, avec une véritable déroute initiale de l'armée espagnole. Cette révolte est dirigée par Abdelkrim, fils d'un caïd berbère, mais très hostile à la monarchie, comme il arrive très souvent dans la périphérie du Maroc, et il fonde en 1923 une république du Rif. Il soulève les tribus du Rif contre les Espagnols, puis contre les Français. Le gouvernement français décide de soutenir à fond, craignant la contagion, les Espagnols et de mener de grandes opérations militaires qui sont commandées, pas par n'importe qui, mais par le maréchal Pétain lui-même, qui noue alors des relations d'amitié avec les officiers espagnols, relations d'amitié qui serviront aux uns et aux autres beaucoup par la suite, comme vous le savez sans doute. 150 000 soldats français sont envoyés avec de l'aviation, de l'artillerie, des opérations qui provoquent la substitution aux méthodes pacifiques de Lyautey d'une stratégie de dévastation. Et Pétain fait tout pour faire échouer les tentatives de négociation. À la suite d'une massive offensive française, Abdelkrim se rend en 1926 et il est déporté à La Réunion. Il a reçu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le soutien des communistes français. La pacification du sud du Maroc, cette fois-ci, est terminée en 1934. Je suis obligé, faute de temps, de passer sur quelques détails que vous aurez dans le texte long. En Algérie, quelques intellectuels refusent l'assimilation. Ils sont dirigés par l'émir Khaled, un ancien élève des pères lazaristes, un saint syrien qui avait préparé Saint-Cyr en étant boursier, et Ousla, au lycée Louis-le-Grand, que je salue ici au passage, bonjour à mes collègues s'ils m'entendent, un officier étranger de l'armée française, décoré de la Légion d'honneur, réformé avec 100% d'invalidité, et les partisans de l'assimilation, majoritaires au sein d'autres courants, ne s'opposent pas à la France, mais à l'immobilisme, qui refuse aux musulmans le droit de vote. Un deuxième ou un troisième courant, c'est celui des oulémas, dont le leader est Ben Badis. Les oulémas, ce sont les docteurs de la loi,
Et un courant encore plus important dans l'entre-deux-guerres, c'est le mouvement de Messali Hadj, qui avait été soldat de 14-18, puis ouvrier en France. Il rassemble les ouvriers travaillant en France ou l'ayant fait. Il s'agit d'une clientèle prolétarienne, d'un mouvement beaucoup plus révolutionnaire, imprégné de religiosité, de panarabisme et de nationalisme maghrébin. Messali Hadj fonde à Paris en 1926 l'Étoile nord-africaine, au départ dans l'affiliation du Parti communiste français, mais les distances sont prises à partir de 1928. L'Algérie subit fortement les contre-coups de la crise mondiale. Les prix des produits algériens baissent, ce qui coïncide avec la hausse de la natalité, malheureusement. Le Front populaire présente le projet Blum-Violette. Maurice Violette est ministre d'État dans le gouvernement Léon Blum, gouvernement qui a fait naître de grands espoirs. André Gide fait même partie d'une commission d'enquête en juillet 1936 et partout, les indigènes d'Algérie essaient de profiter de la nouvelle donne à Paris. Un congrès musulman se réunit même à Alger en juin 1936 et en collaboration avec Violette, Blum élabore un projet d'assimilation progressive. C'est de cela qu'il s'agit. Un projet d'assimilation progressive au terme duquel on eut accordé la nationalité française sans abandon du droit musulman, disposition essentielle qui sera reprise dans l'ordonnance de 1944, accorder la nationalité française à quelques dizaines de milliers d'indigènes d'Algérie, 21 000 la première année, des diplômés, des gradés de l'armée, des fonctionnaires, des élus et des responsables syndicaux. C'est le Front populaire. Avant même d'arriver aux chambres, le projet Blum-Violette est retiré sous la pression des colons avec un fort regain d'antisémitisme. Les colons français d'Algérie reprochent à ce projet d'être un projet juif. Les nationalistes s'y opposent aussi, dressant la communauté européenne contre eux, une communauté européenne qui menace de faire, je cite, la grève des municipalités. À la suite de cet échec, qui est un échec formidable, l'histoire ultérieure de l'Algérie se noue à ce moment-là, l'Étoile nord-africaine se transforme en un parti populaire algérien, PPA, en 1937, car Messali Hadj est alors séduit par Doriot et son PPF. Le mouvement messaliste se donne un drapeau vert et blanc, frappé de l'étoile et du croissant islamique, qui deviendra le drapeau national de l'Algérie indépendante. De ce troisième courant, qu'est l'étoile nord-africaine devenant le PPA, sortiront après la Deuxième Guerre mondiale le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, en 1946, puis le Front de libération nationale, le FLN. Et Messali Hadj sera petit à petit et parfois de façon sanglante, avec ses partisans éliminés pendant la guerre d'Algérie. Que se passe-t-il au Levant? Et là, vous regardez la carte du Moyen-Orient en 1923. Donc, la France a obtenu les mandats A sur la Syrie et le Liban. Le Proche-Orient, elle le connaît bien, elle a des intellectuels et des diplomates
qui ont souvent voyagé dans ce Levant depuis, non pas François Ier vraiment, mais depuis le XIXe siècle, et elle essaye, la France, la tactique du diviser pour régner que certains lui ont conseillé. Elle joue la politique des minorités, et c'est ainsi qu'elle crée le Liban. Elle sépare le mandat de Syrie en deux. La Syrie proprement dite est une Syrie croupion, d'où est détaché un Liban qui est l'ancien vilayet ottoman du Liban, c'est-à-dire l'ancien district du Liban, auquel la France ajoute exprès, pour faire pièce aux Syriens, la plaine de la Bekaa, Tyr et Sidon, qui n'avaient jamais fait partie du Liban. Et ce nouveau Liban est baptisé pompeusement le Grand Liban, une division qui est entérinée sans problème par la SDN en 1922. Et par conséquent, les nationalistes syriens, eux, ils réclament la création d'une grande Syrie qui récupérerait tous les territoires qui lui ont été pris, entre guillemets, bien sûr, et même tout le Liban. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'histoire de la Syrie et du Liban pendant au moins la deuxième moitié du XXe siècle et les débuts du XXIe siècle se trouve inscrit dans cette histoire française du mandat de 1900, d'après la Première Guerre mondiale. L'évolution du Liban est relativement paisible et une constitution est accordée en 1926, créant une république parlementaire avec un président et deux chambres. Et la France réussit, par des moyens pas très légaux, à s'appuyer sur un président francophile. Le Front populaire est une rupture, ici aussi. Par le traité de Beyrouth de novembre 1936, l'indépendance est promise dans un délai de 3 ans, donc elle aurait dû, cette indépendance, se produire en 1939, indépendance promise moyennant le maintien de l'influence culturelle française, moyennant quelques aérodromes militaires, mais le Parlement français refuse de ratifier l'accord. Et la Deuxième Guerre mondiale va éclater sans que l'indépendance soit entrée dans les faits. Et le Liban ne deviendra indépendant qu'en 1941. En Syrie, le Front populaire laisse aussi sa marque par les accords Viennot, c'est le sous-secrétaire d'État au protectorat, qui sont passés avec le gouvernement syrien le 9 septembre 1936, et ils octroient l'indépendance à une grande Syrie englobant le Liban, moyennant les conditions reprises dans le traité de tout à l'heure. Donc, le Front populaire donne deux indépendances qui sont parfaitement inconciliables. Heureusement, il n'y a pas de problème, si j'ose dire, puisque les deux accords, le libanais et le syrien, échouent. Alors, je n'ai pas tout à fait le temps. Disons qu'en Syrie, la France a vraiment joué des divisions ethniques, des divisions religieuses, des divisions géographiques, en créant des États, comme elle a dit. Elle a été obligée de céder à la Turquie kémalienne, enfin post-kémalienne, le district d'Alexandrette, car la Turquie, depuis la Première Guerre mondiale, a des revendications vers le sud. Donc elle obtient en 1939 un petit bout de territoire syrien, le district, le Sanjak d'Alexandrette. C'est l'année d'après la mort de Mustafa Kemal.
Alors, je suis obligé d'aller vite en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne et Madagascar, pardonnez-moi. En Afrique subsaharienne, il n'y a pas vraiment d'agitation nationaliste. Les seules manifestations de masse sont sociales plus que politiques. Alors, citons l'exemple des troubles d'Afrique équatoriale française, puisqu'en ce moment on parle beaucoup du Centrafrique, des troubles d'AEF à la suite des abus nés du travail forcé. On peut citer aussi les grèves de Dakar en 1937. En fait, les institutions essentielles qui se manifestent dans l'Afrique noire, ce sont les syndicats. C'est très important pour l'avenir parce que c'est le mouvement syndical qui sera, sous la 4e République, l'axe porteur du mouvement indépendantiste. À Madagascar, il y a par contre des partis politiques importants. À Madagascar, l'instituteur Jean Ralaï Mongo réclame la transformation en département. Et il est soutenu en France par 2 écrivains, André Gide et Anatole France. Il est interné en métropole, rentré en 1924, il organise une action contre l'expropriation des Malgaches au profit des grandes concessions. Il proteste contre l'envoi de troupes malgaches pour réprimer la révolte syrienne de 1925, que je n'ai pas eu le temps de développer à l'instant. Est interné aussi le pasteur Joseph Ravoahangi Andriana Valona, apôtre de l'indépendance, au sein d'un parti politique qui est appelé le VVS. En 1936 se produisent 2 choses, la naissance d'un parti communiste, le PCRM, ça signifie Parti communiste de la région de Madagascar, et la détente avec le Front populaire, par exemple, et supprimer le travail obligatoire à Madagascar. Conclusion générale, et là je vais être à peu près dans les temps, grâce, si j'ose dire, aux petites suppressions que j'ai faites chemin faisant. La Deuxième Guerre mondiale va complètement bouleverser la problématique coloniale française. La métropole va se trouver isolée de l'empire colonial. Des territoires coloniaux vont se rallier, et pour certains extrêmement tôt, à la France libre. De Gaulle va prononcer le discours de Brazzaville en 1944, et l'opinion publique, les sondages de 1945 que nous avons vus tout à l'heure sont très clairs, l'opinion publique va être persuadée que l'Empire est encore plus fidèle qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale et que sans l'Empire colonial, la France appauvrie par la Deuxième Guerre mondiale ne peut que devenir une nation de seconde zone. Les guerres coloniales de la 4e République se nouent ici. Et il faut bien insister sur ces sondages de 1945 et sur le rôle de l'opinion publique, une opinion publique où, attention, à partir de 1944, les femmes votent. Alors, je rappelle que j'enverrai le texte long qui fait 47 pages à 4, bien sûr. J'enverrai ce texte long en PDF, bien sûr, à ceux qui en feront la demande à 2000gens@aol.com. J'enverrai le PowerPoint à ceux qui ne l'auraient pas reçu, les pauvres malheureux, de la part de Madame Bonamy. Et je rappelle
que je mettrai, après un petit délai, je mettrai sur le portail du CNRS, HAL, HAL, je mettrai ce cours ainsi que les précédents. Celui-ci est donc le dernier cours que je fais, mais il faut aussi tenir compte de la conférence sur l'exploration, la colonisation et la décolonisation, conférence que je ferai dans les mêmes conditions en visioconférence, et vous l'avez peut-être vu avant ce dernier cours pour des raisons de date. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous, je l'espère, en chair et en os. Je vous donne rendez-vous au mois de mai pour de toute autre conférence.